J'ai travaillé pendant 20 ans avec les Nations Unies en tant que salarié en charge en fait de programmes de reconstruction post-conflit. Et puis avec le temps, on s'est intéressé aussi aux problématiques de revitalisation des territoires qui avaient été victimes de catastrophes naturelles, en particulier des inondations. Et ça m'a amené assez naturellement en fait, à m'intéresser aussi aux questions d'adaptation au changement climatique. Et on s'est rendu compte aussi en travaillant sur ces questions-là, notamment avec des moyens satellitaires qui sont devenus une de mes spécialités depuis que j'avais fait ces études en écologie, puisque j'avais été formé à la télédétection spatiale, à pouvoir effectivement utiliser ces moyens numériques pour modéliser les territoires et accompagner justement les processus de prise de conscience des acteurs de terrain, en particulier les agriculteurs, les responsables des collectivités, les élus, sur en fait la compréhension des mécanismes climatiques et des événements climatiques majeurs qui leur causaient souci, et de la relation en fait entre la déstructuration des paysages et en fait l'augmentation de l'intensité et des dommages causés par ce type de catastrophes climatiques. Et donc en fait, quand on s'intéresse à ces mêmes questions du point de vue de l'adaptation au changement climatique, puisque le changement climatique suppose aussi une modification en fait du type d'énergie qu'on va utiliser. Alors les énergies renouvelables sont par définition des énergies dites de flux, c'est-à-dire qui sont climat-sensibles. Il va falloir les déployer quelque part, à un certain endroit du paysage, par exemple l'éolien, le solaire, on peut aussi utiliser l'hydraulique, etc. Donc tout ça, en fait, sont des ressources naturelles locales. Donc il faut les intégrer et il faut, quand on planifie leur déploiement, parce qu'elles sont là pour durer un maximum de temps, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne peut pas faire l'économie d'une analyse prospective de l'évolution probable du climat. Donc en fait, c'est ce qui nous a amené à intégrer dans les plans climat non seulement l'aspect adaptation au changement climatique, donc en termes de s'adapter à la vulnérabilité ajoutée, mais également aussi à intégrer l'aspect énergie, donc plutôt réduction des émissions de gaz à effet de serre, en essayant d'intégrer tout ça dans des plans de territoire qui ont un horizon en fait temporel à 2050. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé ma boîte Cap 2100, parce qu'en fait, bon d'abord parce que Cap 2050 était déjà réservé, et donc 2100 parce que en fait, c'est aujourd'hui l'horizon temporel dans lequel il faut s'inscrire quand on cherche à mobiliser les moyens d'investissement pour réduire la vulnérabilité des territoires, qui est ma préoccupation professionnelle et ce pourquoi on fait appel à moi. Alors, qui fait appel à moi? Essentiellement, à la base, alors au départ, c'était beaucoup des organisations internationales, puisque j'ai travaillé beaucoup avec le système des Nations Unies, différentes agences. En fait, j'étais salarié d'une agence qui s'appelle l'UNOPS, qui est en fait par définition au service des autres agences des Nations Unies pour mettre en œuvre leurs opérations. Donc ça m'a amené à travailler avec tout un ensemble d'agences. Et puis progressivement aussi, j'ai travaillé avec des réseaux de chercheurs, en particulier des Français, mais pas que, notamment des gens de l'IRD. Et ça a permis aussi d'acquérir un certain nombre d'intégrer dans les raisonnements des compétences scientifiques importantes, notamment à l'interface nature-société. Et ça a attiré l'attention du secteur privé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le secteur privé, notamment les cimentiers, les gens qui développent des projets énergie type photovoltaïque ou éolien, voire des boîtes de télécom, s'intéressent en fait ont besoin d'une base territoriale et justement s'intéressent à ces questions-là parce qu'ils cherchent des crédits carbone, parce qu'ils cherchent, dans le cas des entreprises agroalimentaires, à sécuriser leur approvisionnement, donc à s'impliquer. Alors là, on arrive en fait aux questions africaines et notamment, j'ai cité l'exemple du projet que je participe à développer au Nigeria, Île d'Otun, où là, en fait, l'idée de base, en fait, on a fait appel à moi
au départ, en me disant, voilà, on est des cimentiers, on a besoin de biomasse, biomasse pour pouvoir réduire notre facture énergétique fossile, pour faire notre ciment, etc. Le gouverneur nous propose des terres, c'est des réserves forestières, mais elles ont été dégradées, il n'y a pas de population, voilà, elles sont juste, c'est juste des charbonniers qui ont détruit la forêt pour vendre le charbon à Lagos, la deuxième plus grande ville de l'Afrique, et donc voilà. Alors j'ai écouté le discours, et je me suis tout de suite dit, prudence. Prudence parce que je ne connais pas un seul pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, parce que j'ai eu la chance dans ma carrière en onusienne de travailler dans beaucoup de pays. Au jour d'aujourd'hui, je suis intervenu en une centaine de pays, donc j'ai un petit peu quand même roulé ma bosse, comme on dit. Et j'ai pu constater qu'en fait, il n'y a aucun coin de la Terre qui n'est pas habité par des communautés locales. Donc je trouvais très étrange que même dans une réserve forestière, il n'y ait pas quelque part des habitants. Donc j'ai demandé en fait à aller sur place, et mon objectif dans cette première émission a été d'aller à la rencontre, pas seulement des autorités ou des collègues fonctionnaires des différents départements, mais surtout des populations que j'ai rencontrées, qui étaient tout à fait intéressées et contentes qu'on vienne les voir, puisqu'ils avaient entendu parler d'un projet, mais ils n'avaient en fait eu des informations assez parcellaires que par les autorités. Donc en fait, un dialogue s'est établi, et suite à ce dialogue, en fait, une sorte de contrat a été passé avec eux. Je leur ai fait la promesse solennelle, que j'ai confirmé ensuite devant le roi local, qui est donc le gardien de ces terres, que je ne trahirais pas le deal qu'on venait de passer. Et le deal consistait à dire, voilà, les paysans s'engagent solennellement à faire de l'agriculture durable. Ce qui n'est pas du tout étranger pour eux, mais ils ne le pratiquaient pas parce qu'ils n'avaient pas... ils étaient sous la menace ou la crainte d'être expulsés l'année d'après, puisqu'ils dépendaient en fait de renouvellement de permis des services forestiers locaux. Et puis, en contrepartie, j'ai été voir le gouverneur pour le convaincre de la nécessité de stabiliser la situation et de leur donner des concessions de 50 ans renouvelables. Le gouverneur était un peu surpris au départ par ma demande, mais je lui ai dit, écoutez, c'est la condition pour le faire. Et il a finalement, après moult explications, il a fait des consultations, il a demandé l'avis d'autres, j'ai plaidé, et finalement il a accepté. Et alors dès lors qu'effectivement on avait ce deal, on pouvait construire. On pouvait construire parce que tout ça, ça ne va pas se faire du jour au lendemain et sans moyens. Les gens vivent dans un état de dénuement puisqu'ils n'ont pas de sécurité foncière, il n'y a pas de service public, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de service de santé, ils ne demandent pas grand-chose, mais ils demandent au moins le minimum, il n'y a pas de service d'assainissement, les femmes ont plaidé beaucoup pour qu'on inclue l'eau et l'assainissement, la question de l'énergie, évidemment renouvelable. Donc en fait on a intégré tout ça, donc tout ça quand on fait un peu la liste des besoins, on essaie de la planifier, de l'optimiser, et c'est là encore une fois que l'imagerie satellite, la cartographie, la géomatique, géo-informatique, joue un rôle important parce que ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de faire un travail vraiment à la bonne échelle, qui est l'échelle en fait du paysage, du bassin versant, et on a pu commencer à engager, d'abord identifier combien il y avait de villages, où ils étaient exactement, parce qu'évidemment, voilà, c'est vaste, donc quand ils se réunissent, ils convergent de différents petits hameaux, etc. Donc on n'a pas une vision très claire, même sur le terrain, de l'ensemble en fait du réseau habité. Et donc ça aussi, les techniques en fait, les nouvelles technologies sont très utiles justement pour faire le lien entre une information qu'on va chercher sur le terrain en direct, en dialogue et en confiance avec les communautés locales, et puis les nouvelles technologies qui nous permettent d'assembler tout ça et de monter des dossiers techniques qui soient suffisamment solides pour pouvoir retenir l'attention d'investisseurs. Parce qu'en fait, quand on travaille à cette échelle-là,
Et moi, j'ai longtemps travaillé sur des petites subventions. Dans le contexte onusien, on travaillait toujours aussi à fond perdu. Les grands programmes de reconstruction post-conflit, bon, c'était des pays donateurs qui mettaient des moyens. Bon, le boulot, c'était de reconstruire les routes, les centres de santé, les centres d'éducation, remettre en place l'économie, etc., etc. Mais bon, il n'y avait pas de notion d'investissement. C'était un investissement, mais à fond perdu, je veux dire, où on espérait justement créer des conditions du retour de cycle économique favorable. Là, dans le contexte du projet Ile Dotun au Nigeria, il s'agit en fait, puisque c'est tellement grand, 100 000 hectares, c'est beaucoup, vous savez. Ça demande 350 millions. Quand j'ai fait l'addition de tout ce qu'il y avait à faire, donc j'ai parlé de l'infrastructure sociale, etc., mais il faut aussi parler de l'accompagnement de la restructuration des sols. L'accompagnement, il faut faire des pépinières pour pouvoir effectivement planter, créer des plants de différentes espèces pour à la fois reforester les écosystèmes naturels et accompagner les petits paysans et les plus grands opérateurs pour la mise en place de plantations agroforestières commerciales qui peuvent également aussi combiner avec des cultures vivrières locales, hein, c'est pas exclusif. Donc tout ça, ça prend de l'argent. Alors il y a aussi une stratégie qu'on a utilisée pour stabiliser les paysans, créer du temps et du revenu pour qu'ils puissent avoir le temps d'abord de se passer d'un certain nombre de terres pour pouvoir les restructurer et les planter en agroforesterie. Donc ce qu'on a fait, c'est on a créé une composante, en fait, on travaille avec eux sur du maraîchage bio, puisqu'on est tout près de la ville de Lagos. On a fait évaluer la demande en produits bio non satisfaite à Lagos et on tombe sur des volumes qui sont suffisamment importants pour justifier et permettre justement le déploiement de cette innovation auprès des villageois. En plus, ça va marcher parce qu'ils font déjà des légumes de plein champ, ils connaissent tous les problèmes, etc. Et donc, en serre, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus productif, beaucoup plus maîtrisé. Et ça va leur permettre de se concentrer leurs efforts sur la gestion de ces serres et la préparation, la restauration des terres dégradées. Et plus tard, avec la jeune génération et les jeunes béninois qui cherchent toujours du travail, etc., enfin les sous-employés, vont pouvoir s'intégrer dans des systèmes productifs qui sont beaucoup plus intensifs, mais intensifs du point de vue écologique. En fait, ça va être la plus grande ferme bio d'Afrique, parce qu'à notre connaissance, il n'y a jamais eu un projet de 100 000 hectares déclaré en bio, et ça, c'est écrit par le gouverneur et avalisé par le ministère de l'Environnement. Ça va être mis en place quand ? Alors ça, c'est alors opérationnel. On espérait pouvoir planter les premiers arbres en 2019. Bon, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a toujours un peu des délais techniques côté des financeurs. On a besoin aussi, ils nous exigent aussi de faire des études complémentaires, etc. Bon. Mais j'espère décemment que début 2020, on sera en mesure déjà de lancer. Alors le programme prévoit en fait une reforestation complète. Aujourd'hui, on est à 7% de couverts forestiers. On va passer avec l'agroforesterie et la régénération des écosystèmes forestiers naturels à 85% en 5 ans. C'est ça l'idée. Et donc en fait, on a réussi aussi en combinant les différents modèles d'affaires, on va dire, sectoriels, mettre ça dans un tableur, un business plan complet. Et on est arrivé en fait à la conclusion qu'on pouvait commencer à générer du revenu au bout de 3 ans. Ce qui fait qu'en fait, on a besoin sur les 350 millions que de 250 millions. Et encore, c'est une estimation, disons, très conservatrice. Moi, je pense qu'on peut le faire avec 200. Donc voilà. Mais c'est des mécaniques, je pense. En fait, l'enjeu pour la restauration de terres dégradées, il ne faut pas bricoler. On ne peut pas faire ça à toute petite échelle. Si on fait à petite échelle, c'est très bien, mais on va démontrer que c'est possible. Maintenant, la question, moi, ce qui m'intéresse, c'est de le faire. Et de le faire à l'échelle. Et dans les temps, rapidement. Et ça suppose de concentrer des moyens. Et pour concentrer des moyens, il faut être convaincant et il faut avoir des dossiers solides. Donc, alors, c'est vrai que c'est nouveau. Ce type de démarche est assez nouvelle. Alors, c'est pas complètement nouveau parce que les programmes de développement rural intégré, c'était la règle dans les années 70. Ça a été complètement abandonné dans les années 90. Aujourd'hui, on le remet au goût du jour, je vais dire. Beaucoup de chercheurs le déplorent, ça. Absolument.
Et Moi j'ai appris une grande partie de mon métier. Sahel, vraiment des gros problèmes et les guerres. Un de mes collègues qui est plus âgé que moi, qui avait connu beaucoup de chefs d'État africains dans les années 80, 70-80, me disait en Afrique, la plupart des dirigeants étaient soit d'extraction paysanne, soit ingénieurs forestiers, soit agronomes. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le profil des élus. Donc ils connaissent rien de l'agriculture. Et ce qui les obsède, en fait, c'est le risque d'émeutes urbaines. Ouais. Et souvent, ils préfèrent avoir affaire à des jacqueries paysannes parce que les prix sont trop bas, que de monter et de protéger les prix au risque d'avoir des émeutes en cas de pénurie. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on voit bien que les villes, le poids des villes en termes décisionnels est un obstacle, est un facteur de dégradation des terres parce que ça crée, comme chez nous avec... au mouvement des Gilets jaunes, on en est quelque part une expression, en concentrant les moyens sur les métropoles, eh bien, en fait, ce qu'on fait, c'est on déshérite les zones rurales. Voilà. Et en dérégulant l'économie, eh bien, on expose la production locale à tous les vents du marché global. Et Dieu sait si les systèmes tropicaux sont très globalisés par nature, parce que, vous voyez, à Île de Thun, quand on parle d'agroforesterie, on parle de palmier à huile, on parle de cacao, on parle d'anacardier, donc la noix de cajou, on parle d'EVA. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les seuls financements lourds, en dehors des fonds souverains qu'on a la chance de pouvoir mobiliser dans le cas du Nigeria, eh bien, sont des ressources, en fait, des prêts en monnaie hard currency, comme on dit, dans monnaie forte. Et il va falloir les rembourser. Eh bien, si on vend des choses qui ne se vendent que sur le marché local, on les vend en monnaie locale. Donc, la monnaie locale au Nigeria dérive. Donc, il est essentiel d'avoir des choses qui pourront se valoriser sur le marché international. Et ça, c'est un des grands enjeux, en fait, de cette ingénierie de projet un peu complexe. Quand je le présente, ça paraît peut-être un peu complexe, mais tout ça procède, en fait, du difficile exercice de respect. Enfin, il faut travailler pour les populations locales, sûr, mais avec quand même il y a quand même un tiers de la surface, voilà, il y a un tiers de la surface à redonner à la nature. Tout ça, ça ne va pas se refaire sans moyens, et donc il faut trouver quelque chose pour qu'il y ait un peu d'argent qui soit généré. Voilà.